ce monsieur Mermons. Même lui aussi, on l'avait tué parmi les victimes qu'on avait tuées à Massembo, dont là, j'ai perdu mes parents. Donc, l'armée congolaise, quand ils sont arrivés à Massembo Baki, donc l'armée de Sassou, ils faisaient maison sur maison. Donc, ils ont pris les villageois. Ce n'est pas des militaires, hein, mais les villageois. On leur a Donc, réunis. les populations civiles, c'est ça? La population civile. On leur a réunis, c'était au nombre de 25. Parce qu'il y avait un petit de, il y avait un petit de 8 ans qui avait survécu là, parmi eux. Donc, ils avaient pris 25. On leur a menés au quartier qu'on appelle Ntsompimboma. Donc, c'est là où, en fait, le milieu, là où on arrange tout le problème. En fait, le milieu, c'est là où il y a c'est-à-dire le milieu justice du village. C'est là qu'on arrange tout le problème du village. C'est le palais de justice du village. Ah oui. Oui. Parce que le Mbongue, c'est là où se réunissent tous les sages pour arranger les choses. Mais là-bas, en fait, c'était le palais de la justice du village de Massembo Baki. Donc, tout un problème de Massembo Baki, de la justice s'arrangeait là-bas. Ils avaient amené toute la population là-bas, le civil là. Et on leur a alignés, on leur a rafalé. Les C'est là où... populations civiles. Des populations civiles, je dis bien des populations. L'armée congolaise, entre guillemets, l'armée de Sassou, a arrêté dans le village. Ils les ont amenés là-bas et on a fusillé sur les civils. Eh bien oui, les cimetières sont encore là-bas. Je ne suis pas seul maintenant. En fait, ils étaient au nombre de 25. Et parmi les gens, les civils qu'ils avaient tués, il n'y a jamais eu, parmi eux, il n'y avait pas un militaire. Il y avait les agents de CFCO. Parmi les agents de CFCO, j'avais un papa qui était parmi là. Même son père, c'était, il était même un grand responsable du chemin de fer à Pointe-Noire, M. Nkembo. Il y avait son fils, son propre fils qui était décédé parmi eux, qu'on appelait M. Gaulois. Il était le chef de gare. Donc, parmi ces gens-là, il y avait 4 agents de chemin de fer. Il y avait M. Gélès, M. Gaulois, il y avait M. Mbongo. Mbongo, il était même Bembe. Il était du Niari qui était même là, qui travaillait à Massembo Baki. Et il y avait encore un papa qu'on appelait Charmant, qui est décédé. Donc, moi, c'est là où j'ai perdu mes parents. Bonjour, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir. Il s'appelle Castor, pour les intimes, le commandant Castor. Il avait à peine 7 ans lorsque Denis Sassou Nguesso décida de raser les maisons, détruire les villages, exterminer les populations civiles de sa localité. Ne pouvant plus supporter ces crimes contre l'humanité, les exactions, les viols, l'extermination des familles entières, parfois brûlées vifs ou enterrées vivants, le commandant Castor n'eut d'autre choix que de se mettre dans la posture de la légitime défense. C'est l'histoire d'un petit enfant congolais en ce temps-là, 7 ans, dont le destin a failli être brisé par les plans criminels d'un dictateur. C'est cette histoire que Castor va nous raconter aujourd'hui. Bonjour Castor et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Je suis très content, très ravi pour votre invitation sur votre chaîne de la diaspora. Merci de votre disponibilité, Monsieur Castor. Bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Telar TV. En tout cas, merci d'avoir fait ce bon choix. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Castor, vous aviez encore 7 ans en 1998. À cet âge, vous vous êtes retrouvé dans les rangs de ce que vous appelez les Ntsilulu. Et vous nous disiez d'ailleurs qu'il y a une différence entre les Ntsilulu et les ninjas. Dans un premier temps, je souhaiterais que vous nous disiez les circonstances qui vous ont conduit évidemment de vous retrouver dans les rangs des Ntsilulu. Et puis vous nous direz évidemment la différence est quoi exactement entre les Ntsilulu et les ninjas. Merci beaucoup, Monsieur Perrin, pour m'avoir donné la parole. C'est une longue histoire. Pour nous, l'Intululu, c'est le moment
il est temps de dire à la population congolaise ce qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'il y a tellement eu les messages sur la place de Paris, que ce soit sur la population congolaise. Mais nous, on a eu le temps de regarder et lesquels qui sont dans les vrais. Je connais bien l'histoire. Et aujourd'hui, maintenant, il est temps de parler parce que trop c'est trop. Nous avons souffert. Nous sommes les paysans. C'est vrai ce qui s'est passé dans la région du pôle de chez moi. C'est très dramatique. Nous sommes les témoins vivants. Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Nous sommes plus de 18 000. En fait, la différence entre des ninjas et des Nchilulu, les ninjas, c'était la milice privée du feu Bernard Kolela. Donc, c'était politique. Or, les Nchilulu, ce n'est pas politique. Donc, comment le mouvement des Nchilulu était sorti? Après le coup d'État de Denis Sassou Nguesso, les Souba et Bernard Kola, ils avaient pris fuite. L'armée de Sassou et les mercenaires, les Rwandais, les Tchadiens et les Angolais et les Zimbabwéens, parce qu'il y avait beaucoup de nationalités. Quand ils passaient dans le pool, ils disaient que non, on va d'abord attaquer les gens de l'Isuba, après on va revenir sur vous. Et c'est là où il y a eu la guerre de 45 jours. Là où les Fourmé Mania étaient sortis en Burundi. Tout le monde le sait. Et après là-bas, ils étaient revenus sur nous, en fait. Donc, comment ça s'est passé dans la région de Pau? En ce moment-là, il y avait le seul ninja de Bernard Kolela qui était resté dans la région de Pau. On l'appelait Iduma. Iduma, il était de Matumbu. Donc, Kinkala, Matumbu. Le gouvernement même, il avait envoyé les Angolais et les Rwandais qui étaient là. Mais le problème, c'est que la chance qu'Iduma avait eue, quand les Angolais et les Rwandais étaient venus, nous, dans la région de Poule, on parle Lari. Donc, eux aussi, le Lari, ça passe. Donc, ils se disaient, mais quoi, mais c'est pas notre population, c'est pas notre famille. Et la mission qu'on leur avait donnée, c'est d'aller exterminer Iduma. Parce que c'était le seul qui était resté dans la région, en fait, au Congo. C'était le seul. Donc, après la guerre de 45 jours de la région du Niari, donc la seule personne qui restait, c'était Iduma. Donc, il fallait finir avec Iduma pour que ça se puisse prendre le contrôle du Congo. Et le problème, c'est que les Angolais et les Rwandais et les Tchadiens qu'on avait envoyés à Matumbu, ils n'ont pas pu éliminer Iduma parce qu'ils avaient entendu leur langue, Lari. Et là, ces agents-là, les militaires-là, ils étaient exposés, donc ils ne recevaient plus. Pardon, commandant Castor, lorsque vous parlez des Angolais, des Tchadiens, vous avez parlé encore de quelle autre nationalité là? Il y avait des Tchadiens, il y Oui, avait les Angolais, il y avait les Zimbabwéens. les Zimbabwéens. C'était, en fait, ce sont les armées étrangères, c'est cela? Ou les mercenaires? C'était l'armée étrangère, donc les mercenaires. Donc, c'était par rapport aux informations qu'on a vues, c'était les Angolais et les Rwandais. Bon, les Angolais, de l'ancien président qui était décédé en Angola, les gens qui sont réfugiés dans la forêt, qui s'assoient à vache. Donc, c'était les mercenaires. Alors, Entre donc, ça veut parenthèses, c'était dire les que mercenaires. Sassou Nguesso a utilisé les mercenaires étrangers, les armées étrangères pour attaquer le Poul et le Niari, c'est cela? Ah oui, exactement, oui, c'est ça, oui. Je confirme, c'est ça, oui. C'est Et ça. donc, vous disiez, après, ils sont revenus vers vous dans le Poul, oui, c'est cela? Donc, après la guerre de 45 jours dans le Niari, ils sont revenus dans la région de Poudon. Il fallait liquider Idouma. C'est les Angolais qu'ils avaient envoyés. Donc, les Angolais qui étaient à Matumbu, en fait, quand ils entendaient parler la langue Lari, ils se disaient que non, mais c'est notre famille. Mais pourquoi on va tuer ces personnes-là? C'est-à-dire la langue Congo, alors, puisqu'il y a aussi le Kikongo au niveau de l'Angola. Oui, oui. Oui, il y a du Congo au niveau de Ngala. Donc, excusez-moi, il y a du Congo au niveau de l'Angola. Donc, le Lari, donc le Congo, Congo-Brazzaville, quand ça passe, ça passe. C'est les mêmes dialectes, c'est les mêmes
proverbe, il n'y a pas assez de changement. Donc, et la suite? Ça leur a causé des problèmes. Et ils s'étaient abandonnés à eux-mêmes, en fait. Donc, ils ne recevaient plus de per diem, ils ne recevaient plus de rations. Et c'est Douma qui leur donnait à manger. Et après, pour atteindre Douma, ils étaient obligés de changer le groupe qui était là, donc leurs amitiés. Donc, les Angolais qui étaient là, ils étaient obligés, le gouvernement était obligé qu'on puisse miter ces Angolais-là pour remplacer notre groupe. Et effectivement, c'est ce qui s'est fait. Ils ont placé notre groupe qui est venu. Et le groupe là, quand ils sont venus, le problème, c'est que leur mission, c'était pour liquider Iduma. Donc, il fallait trouver une solution, un moyen pour déplacer Iduma pour l'attaquer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En ce moment-là, il y avait le préfet de Kinkala qui s'appelait le préfet Enoch. Il y a le nom qui m'échappe, M. Enoch, qui était le préfet de Kinkala en ce moment-là. Mais Iduma, il considérait Enoch comme son grand frère. Donc, M. Enoch, il invite Iduma, ah, petit frère, viens me voir à Kinkala. Donc, Iduma ne pouvait pas aller avec tout un bataillon parce qu'il savait que non, bon, Iduma, c'est mon grand frère. Donc, il est allé tout seul. Donc, en partant tout seul, il n'était pas armé, il avait qu'un pistolet de Makarov. Et en partant, avant d'arriver à Kinkala, et les Angolais sont sortis, on lui a encerclé. Et quand les Angolais l'ont encerclé, on lui a rafalé, les balles ne pénétraient pas son corps, les balles ne pénétraient pas son corps. Et en plus, lui, il a tiré le pistolet qu'il avait, le Makarov, il a tiré, les balles étaient finies. Et de fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'atteindre? On l'a découpé en morceaux. Donc, quand on lui a découpé en morceaux, on lui a brûlé en plus. Et donc, les Angolais l'ont attrapé et l'ont découpé en morceaux. En morceaux, oui, parce que quand on lui tirait, quand on lui fusillait, en fait, les balles ne pénétraient pas son corps. Ça ne pénétrait pas son corps, ces balles. Donc, et après, la population, ils ont entendu les coups de feu. Donc, le moment que les éléments de Matumbo montrent, c'est trop tard. Et en ce moment-là, les Angolais, ils ont envahi Matumbo. Donc, parmi les éléments que Iduma avait à Matumbo, il y avait le sergent pistolet. Donc, le sergent pistolet, il est d'origine de mon village, de Massiamolbaki. Quand Iduma est décédé, les éléments qui étaient là, ils ont pris fuite. Ils se sont dispersés. Mais le problème, c'est que dans la région de Poul, en ce moment, le commandant de zone, c'était Kamar. C'était le commandant Kamar, c'est lui qui était le commandant de zone de Kinkala. Donc, il coiffait Kinkala, Mindouli, je sais Kindama. Et dans leur groupe, il y avait Kamar, il y avait Sawa, il y avait Vital, et il y avait Stéphane. Stéphane était décédé. Il était décédé. Il y avait une grenade qui était exposée. Il était décédé. Mais il y a Kamar qui est en vie, il y a Sawa qui est en vie, il y a Vital qui est en vie. Maintenant, Vital, il est du même village que moi, il est de Massimulbaki. Donc, donc, en fait, Vital, il est dans le même village que Pistolet. Comment toi, tu t'es retrouvé Siloulou? Je voulais comprendre d'abord ton histoire à toi. Oui, en fait, je viens. Pourquoi je suis venu? Pourquoi je me suis retrouvé Siloulou? Parce que moi, en ce moment-là, je n'étais pas né ninja. Je ne connaissais pas ce qui se passait. J'étais encore enfant. En fait, c'est quand Pistolet arrive à Massimulbaki, il ne reste pas à Massimulbaki, il va dans un village qu'on appelle Shimulukuni. Donc, c'est au moins de 30 km de Massimulbaki. Donc, il faisait ses champs là-bas. Mais avec l'information, le groupe de Kamar, le commandant de zone de Kinkala Kamar, et les Vital, et les Sawa, et les Stéphane, ils avaient l'information qu'il fallait liquider Pistolet. Mais Pistolet est d'origine de Massimulbaki, de mon village. Donc, mais quand il est venu à Massembo, il n'habitait pas dans Massembo. Donc, Pistolet, il avait pris refuge à Shimulukuni. Donc, il y avait un village de 30 km de Massembo-Baki. Il faisait ce champ là-bas. Et le Vital et le commandant de zone, Kamar, ils sont venus à Massembo-Baki. Ils sont allés voir le chef du village, qui est M. Malanda. En ce moment-là, c'est lui qui était le chef du village, M. Malanda, et un agent de CFCO retraité. Ils sont allés voir que voilà, nous, on veut prendre Pistolet.
Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, il est venu ici avec les armes de Massimo, donc on le cherche. Il a dit, bah, mais moi, je n'ai pas l'information que ce n'est pas Massimo Baki. Mais s'il est là. Donc, ils ont menacé le chef du village. Et le chef du village, il était obligé d'aller voir les parents de Pissoli. Il est allé voir sa maman. Il dit, mais oui, nous, on cherche Pissoli, il est venu avec les armes. Et c'est là où Massimo Baki était maintenant le village ciblé, que voilà, c'est là où est le ninja. Mais Pissoli n'était pas à Massimo Baki, il s'est réfugié à Shimolukuni. Et en plus, quand eux ils sont partis, ils ont rendu compte. Et un matin, vers 5 heures du matin, 5 heures, 6 heures, c'est que chez nous, au village, nous les villageois, c'est à 5 heures, 6 heures qu'on se réveille pour aller voir nos pièges. Donc, il y avait un papa, notre père, qui était toujours avec les jeunes, qui était en plus dans le gouvernement de notre village. On l'appelait Mermons. Ce monsieur, il s'est levé très tôt pour aller voir ses pièges. Et en sortant du village de Massimulbaki, il a perçu les camions des militaires qui venaient sur le montagne de Tagibangu. Il dit, mais ces camions militaires, ils viennent faire quoi à Massimulbaki? Mais pourquoi ils vont venir? Normalement, parce que lui, il faisait partie du gouvernement du village. Normalement, on avait ravi les armes, on avait remis les armes. Mais il vient faire pourquoi? On n'était même pas au courant pourquoi. Alors, ce monsieur, il s'est replié au village pour crier à haute voix que non, de rentrer, de sortir, de fuir, de rentrer de la forêt. Ce monsieur, monsieur Mermons. Même lui aussi, on l'avait tué parmi les victimes qu'on avait tuées à Massimo. Dont là, j'ai perdu mes parents. Donc, l'armée congolaise, quand ils sont arrivés à Massimo Baki, donc l'armée de Sassou, ils faisaient maison sur maison. Donc, ils ont pris les villageois. Ce n'est pas des militaires, hein, mais les villageois. On leur a Donc, réunis. les populations civiles, c'est ça? La population civile. On leur a réunis, c'était un nombre de 25. Parce qu'il y avait un petit de, il y avait un petit de 8 ans qui avait survécu là, parmi eux. Donc, ils avaient pris 25. On leur a amenés au quartier qu'on appelle Nsompimboma. Donc, c'est là où, en fait, le milieu, là où on arrange tous les problèmes. En fait, le milieu, c'est là où il y a c'est-à-dire le milieu justice du village. C'est là qu'on arrange tous les problèmes du village. C'est le palais de justice du village. Ah oui. Oui. Parce que le Mbongue, c'est là où se réunissent tous les sages pour arranger les choses. Mais là-bas, en fait, c'était le palais de la justice du village de Massimboul Baki. Donc, tout un problème de Massimboul de la justice s'arrangeait là-bas. Ils avaient amené toute la population là-bas, le civil là. Et on leur a alignés, on leur a rafalé. Les C'est là où... populations civiles. Des populations civiles, je dis bien des populations civiles. L'armée congolaise, entre guillemets, l'armée de Sassou, a arrêté dans le village. Ils les ont amenés là-bas et on a fusillé sur les civils. Eh bien oui, les cimetières sont encore là-bas. Je ne suis pas seul maintenant. En fait, ils étaient au nombre de 25. Et parmi les gens, les civils qu'ils avaient tués, il n'y a jamais eu, parmi eux, il n'y avait pas un militaire. Il y avait les agents de CFCO. Parmi les agents de CFCO, j'avais un papa qui était parmi là. Même son père, c'était, il était même un grand responsable du chemin de fer à Pointe-Noire, M. Nkembo. Il y avait son propre fils qui était décédé parmi eux, qu'on appelait M. Gaulois. Il était le chef de gare. Donc, parmi ces gens-là, il y avait 4 agents de chemin de fer. Il y avait M. Gélès, M. Gaulois, il y avait M. Mbongo. Mbongo, il était même Bembe. Il était du Niari qui était même là, qui travaillait à Massimboul Baki. Et il y avait encore un papa qu'on appelait Charmant, qui est décédé. Donc, moi, c'est là où j'ai perdu mes parents. Et quand ils ont fusillé la population, ils sont partis. Et quand les Camargues et les Vital et les Savoie sont partis, et maintenant qu'ils se est venu. Et comment toi, tu as perdu tes parents? Mais c'est là, mais c'est dans le même lot que j'ai perdu mes parents. Dans le lot des 25 qu'on a fusillés, là? Oui, c'est là où j'ai perdu mes parents. Donc, il y a un survécu parmi eux qui était touché.
c'est un garçon, mais il y a eu 24. Donc aujourd'hui à Massé Moulbaki, quand vous partez à Massé Moulbaki, là où nous on appelle à Momanga, il y a les 24 tombeaux de civils de la population dont fait partie mes parents, qui sont encore là-bas. Et après, c'est là où Pisseleu, c'est-à-dire les villageois, nous sommes sortis, on a enterré parce qu'on n'avait même pas le temps de faire des cercueils, donc on leur a enterrés comme ça. Et voilà, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme on savait la direction qu'ils avaient pris, parce qu'ils avaient pris la direction de Mouyondi. En fait, Mouyondi, à Massemolbaki, il y a un village qu'on appelle Mouyondi aussi. Donc, ils avaient pris la direction de Mouyondi. Mais quand ils sont arrivés à Mouyondi aussi, le village, ils avaient tué toute la population de Mouyondi. Donc, le village de Mouyondi, aujourd'hui, quand vous partez là-bas, il n'y a que des cimetières. Il n'y a plus personne. Donc, Sauf leur. ils avaient exterminé toute la population de ce petit village. Ce village-là, oui, oui. Ah oui. On a tous les témoignages, il y a des vidéos, il y a tout. Même la liste de tous les gens qui avaient dans ce village. Mais comme on avait ceux qui avaient pris la même direction, comme nous sommes nés au village, nos grands frères sont nés au village, donc ils savaient la direction. Puis cela a dit non, on doit quand même réagir. Mais et après, il a pris certains grands frères. Et moi, c'est là où j'ai intégré le groupe parce qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'après quelques semaines, la région de Poule a été envoyée par les Angolais et les Rwandais. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais pas voir un jeune dans le village. Donc, il n'y avait que des femmes. Et les femmes, ils avaient, en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes, ils ne supportaient plus la galère. Ils ont obligé aux femmes, donc à nos sœurs et aux femmes de nos parents et de nos grands frères, de montrer là où se cachaient les hommes dans la forêt. Donc, on nous a fait la chasse dans la forêt. Et là, on s'est dit non, on doit se défendre. Donc là, il fallait se défendre. Donc, on nous sommes défendus. Les autres, ils avaient pris les fusils de chasse de nos parents. Parce qu'on était des villageois. Mais moi, en ce moment-là, je n'avais pas l'arme. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? J'ai ramassé les munitions quand on faisait les embuscades, j'ai ramassé les munitions et tout. Et de là, ce n'est pas seulement Massembolbaki. Et quand nous sommes revendiqués à Massembolbaki, notre but de rentrer dans la forêt. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Vital et Camarades? Parce qu'en ce moment-là, parce qu'il y a des choses que les gens ne disent pas. Après le coup d'état de Denis Sassou Nguesso, quand Camar c'est-à-dire dans la région de Poule, quand Camar venait dans n'importe quel village de la région de Poule, et une fois qu'il retrouve un prisonnier qui est dans le PSP, le prisonnier là, on le tuait devant les gens. On l'appelait Kimpumbulu. On a battu en sang froid le prisonnier là. À Kinkala, il l'avait fait. Donc, ceux qui sont de Kinkala, ce que j'ai dit, ils le savent. Donc, il y avait un jeune, un prisonnier qui était au PSP, il l'avait fait sortir au marché de Kinkala, il l'avait tué pour dire que non, c'est un Kimpumbulu. Donc, c'est un Il vaurien. avait tué Kamar, le commandant Kamar, pas celui qui était le commandant de zone de Kinkala jusqu'à Mindouli. Donc, c'était le donc même groupe de le commandant de zone établi par le gouvernement congolais, c'est cela? Mais oui, exactement, oui. Qui exécutait les gens comme ça, des exécutions extrajudiciaires. Exactement, oui. Et ce n'était pas seulement Kinkala. Et après, il était allé à Kindamba. Donc, quand il arrive dans un village, il y avait les deux frères qui se sont battus. Et les frères là se trouvaient au PSP. Il fallait que ces jeunes-là soient transférés à Mindouli. Donc, qui les prend, c'est Kamar, avec son groupe. Avant d'arriver à Mindouli, dans la montagne qu'on appelle le Montango, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait enterré ses deux frères. Donc, ils ont enterré ces deux frères, ils ont laissé la tête ouverte. Donc, ces deux Alors frères-là. Attends, Castor. Ils ont enterré ces deux frères, la tête. Oui, oui. Donc, Ils ont laissé cela la veut tête. dire qu'ils étaient encore vivants. Oui, oui, oui. Ils sont morts là parce que leurs enterrés sont morts là. Et lesquels qu'ils ont retrouvés, ce sont les écoliers qui partaient à l'école quand on retrouvait leur corps. Et là, ils ont dit non. Et c'est là où il y a eu la première attaque, embuscade plutôt, qu'on a brûlé le PSP de Mindouli. On est allé brûler le PSP de Mindouli. Et là, c'est là où maintenant qu'on appelait que les bandits armés. Et la radio commence à parler des bandits armés.
Mais le problème, c'est que c'était quoi? Mais quand nous, on se défendait dans la région de Poul, dans nos villages, au niveau de Brazzaville, on nous appelait les bandits armés. Ils ne disaient pas que ce sont les villageois qui se défendent parce qu'on leur a attaqués. Mais on nous appelait les bandits armés. On dit, mais non. Mais quelques mois, on entend parler dans la radio qu'il y a les sages qui vont aller de la région de Poul pour convoquer les bandits armés. Mais on nous sommes posé des questions. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul groupe de bandits armés, nous sommes nombreux. Parce que nous, on n'était pas en contact, on n'était pas contactés. Mais comment il y a le groupe de sages qui vont à la Mindouli avec l'argent pour aller parler avec les bandits armés pour leur mettre de l'argent pour entendre qu'est-ce qu'ils veulent. Mais nous ne sommes pas contactés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est monté à Mindouli. On était derrière les collines de Mindouli pour voir si on était nombreux. Et du coup, on a aperçu à distance les voitures, les camions, les élus qui viennent. Parce que les sages qui étaient venus à Mindouli, ils n'étaient pas logés à la gare de Mindouli. Ils étaient logés à l'église catholique de Mindouli. Donc, et nous, du coup, on a aperçu les camions des militaires, des élus, qui vont vers l'église. On dit, mais c'est quoi? Mais comme à Mindouli, nous, on était à pied. Là où on était pour arriver, là où était l'église catholique de Mindouli, avec des montagnes, le temps que nous on arrive là-bas, c'était trop tard. Donc, lesquels qui ont fait ce coup-là? C'était Vital, les Camars, les Sawa, donc toujours le commandant de zone. Parce qu'ils savaient que ces gens étaient venus avec l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont dit que c'est nous, les Ntiloulou, qui avaient tué ces gens-là, ces sages-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'église? Parce que je n'ai pas bien compris. Ils sont venus normalement pour vous rencontrer, pour essayer un peu, voilà, de trouver un accord de paix, bon, voilà, qu'on revienne un peu au bon sentiment, c'est cela. Et la rencontre devait avoir lieu à l'église catholique, vous avez dit, c'est ça? Et qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce qu'ils sont arrivés à l'église et qu'est-ce qui s'est passé à l'église? En fait, nous, on ne connaissait pas le lieu là où on devait se rencontrer. Mais on avait entendu une communiqué qui était passée à la radio. Que soi-disant, il y avait les sages du Poul et les prêtres qui étaient en route pour Mindouli, de la région de Poul, pour rencontrer les bandits armés. Donc, nous qui se défendaient, qui faisaient les légitimes défenses, donc, Sassou nous appelait les bandits armés. Mais pourtant, ils connaissaient bien la cause de ça. Ils étaient au courant. Parce qu'il n'y a jamais eu les jeunes du Poul qui sont allés à Brazzaville pour attaquer Brazzaville. Mais c'est lui qui avait envoyé l'armée dans nos villages. Mais on nous appelle les bandits armés. Mais dans la région de Poul, il n'y avait pas un camp militaire. Il y avait même, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un camp militaire dans la région de Poul. Mais on nous appelle les bandits armés. Donc, en fait, quand nous, on a entendu la communication, on s'est dit, ah tiens, ah, mais là, ça nous avantage, peut-être nous ne sommes pas nombreux, donc on va aller pour voir ce groupe-là, pour se réunir, pour faire notre résistance. Donc, pour nous, on s'est dit que mais, tiens, on n'est pas seuls. Il y a un autre groupe. Parce que parmi nous, on n'était pas contactés. On n'avait appris que la communication de la radio. Donc, nous aussi, on est monté sur Mindouli, dans le 4 points de Mindouli pour voir. Parce que Mindouli, c'est notre village. Donc, la région de Poul, c'est les villageois, donc on connaît les 4 points de nos villages. Mais dommage, quand les sages sont venus, les sages n'étaient pas logés à l'hôtel à la gare ou bien de Mindouli. Ils étaient logés à l'église catholique de Mindouli. Donc, eux, ils étaient au courant, mais nous, on n'était pas au courant. Mais eux, ils étaient au courant. Mais nous, on n'était pas au courant. Nous, par rapport à l'information, la communiqué qu'on avait entendu à la radio, donc il y a les sages qui sont venus à Mindouli pour rencontrer les bandits armés. Donc, pour nous, les bandits armés, c'est nous. Mais le problème, c'est que nous, on n'a jamais été contactés. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs groupes de bandits armés. Donc, allons-y voir. Peut-être qu'on va faire l'alliance avec ces bandits, les autres groupes bandits armés pour défendre nos droits. Mais quand on arrive à Mindouli, dans les 4 points de Mindouli, sous les collines, on aperçoit les camions de l'armée qui viennent.
On dit, mais le camion, il vient faire quoi encore? Et le camion, ça monte direction l'église. Et après, tout à coup, on a entendu le coup de feu. Et le moment que nous sommes arrivés vers là-bas, c'était trop tard. Donc, en fait, l'armée congolaise, donc, Pardon, Castor, on va s'arrêter d'abord là. Vous parlez des coups de feu que vous avez entendus. C'était quoi exactement? On tirait sur qui, sur quoi? mais on tirait sur les sages du pôle que le gouvernement, soit disant qu'il avait envoyé pour venir négocier avec les bandits armés. Donc, c'était tout simplement un scénario, en fait. En fait, ils ont envoyé les sages du pôle et les prêtres avec l'argent et le groupe du commandant de zone de Kinkala, donc, qui est composé par les Angolais et le commandant Sawa, qui était le commandant de zone, et les Vital, et les Kamara, et les Stéphane. Ils sont encore, c'est-à-dire c'était les mêmes qui étaient allés tuer les sages en question pour récupérer l'argent parce qu'ils savaient qu'ils avaient l'argent. Voilà, je vais donc récapituler. On constitue donc une délégation composée des sages du village, on va dire ça comme ça, pour essayer de trouver un terrain d'entente avec les groupes armés, supposés, bien sûr, qui se défendent au niveau de votre village. Oui. Et pendant que cette délégation se retrouve à l'église, vous avez dit, à l'église catholique, on envoie un autre groupe armé, donc composé vous avez parlé du commandant de zone et de ses éléments. Donc, ce groupe armé, sinon il faut dire, ben voilà, les soldats de l'armée congolaise, entre guillemets, Oui. qui Qui sont sont allés arrivés tuer. sur les lieux pour tirer, fusiller cette délégation des sages de votre village. Non, pas le sage de mon village. Le sage que le gouvernement congolais avait envoyé, soit disant pour venir négocier Les avec. sages du pôle, supposés. Voilà. Oui. Et Parce dans que le même parmi ces temps, on sages-là, envoie une troupe armée pour aller encore fusiller ces sages. C'est cela. oui, oui, il Alors fallait donc, se défendre. quand ils ont fusillé la délégation des sages du pôle, après, la suite, c'était quoi? Mais la suite, c'était pas. Mais après, ils ont lancé leur opération. Ils ont renforcé l'effectif militaire de la région de Poul. Et là, c'était maintenant la guerre. Mais le problème, c'était quoi? Nous, on se disait que nos compatriotes ne sont pas sûrs. Et là, nous sommes réfugiés dans la forêt de Bangou. Et c'est là où Ntoumi vient de se chercher. Parce que m'avait dit que non, je dois vous parler Ntoumi. C'est là où le révérend Winsamo Frédéric était sorti. Parce que lui aussi, il était recherché depuis longtemps. Parce que pendant la guerre, pendant le coup d'État avant le coup d'État de Sassou, le révérend, il recevait les prédictions. Il était même allé voir le feu Bernard Kola pour dire que non, ah papa, il y aura une guerre qui va passer, ça sera dur. Mais il ne le croyait pas parce qu'il était encore jeune. Il avait, si je ne me trompe pas, 32 ans. Parce que quand il est rentré, quand le révérend il est venu nous rencontrer dans la forêt, il avait 34 ans. Oui, mais Ah, c'est donc, si pas. j'ai bien compris, le pasteur Ntoumi n'était pas votre leader. En fait, il est venu vers vous bien après, c'est cela. Mais effectivement, c'est ça. C'est pas le révérend qui a commencé la résistance du pôle. Ah non. Ah oui, c'est pas le Donc, révérend. vous, en fait, vous étiez en train de vous défendre, la légitime défense, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et chemin faisant, à ce moment-là, le pasteur Toumi va vous rejoindre. C'est cela. Et quel était son Oui. rôle dans votre groupe ou dans votre organisation? En fait, le rôle du révérend, le révérend n'a jamais organisé une embuscade ni une attaque. Il nous a jamais dit que non, mais écoutez, allez attaquer là-bas. Jamais. Jamais. Vous savez que nous sommes le Bantou. Chaque famille, il a ses. Bon, en français, on dit des gris-gris, ses pouvoirs. Donc, nous, en ce moment-là, on faisait la régissance avec nos pouvoirs familiales. Donc, mais quand lui, il est venu, parce que lui aussi, parce que quand les gens disent que c'est pas un Congolais, il est né où? Parce qu'ils connaissent, parce que en fait, les gens veulent savoir
d'où il vient. Mais le révérend, il est du Poul, il est de Gomatete. Son village, il est de Mbwambori, de la district de Gomatete. Donc, il y a les Congolais, même qui sont en France, qui sont en Belgique, dont ils ont fréquenté ensemble. Même quand les gens font circuler, ils essaient de faire circuler le message mensongeur du PCT, que voilà, ce n'est pas un Congolais, c'est un Zaïrois. Nous, aujourd'hui, avant, on leur regardait, on leur entendait, on leur écoutait, mais maintenant, nous allons parler, parce que nous sommes les témoins vivants. On se connaît entre nous quand on a vécu. Mais Ntoumi, quand il est venu, il n'a jamais recruté quelqu'un. Ntoumi n'a jamais doté une arme à un Tchiloulou. Il n'a jamais recruté quelqu'un, même s'ils ont monté tous les scénarios qu'ils ont montés. Mais nous, on connaît parce que nous sommes les témoins vivants. Ah oui, Alors monsieur donc, Ferre. lorsque Ntoumi vous rejoint, son rôle, c'était essentiellement la prière et vous faire porter les amulettes à question de vous protéger contre, contre les dangers, contre les attaques, c'est cela? Ce n'était pas les amulettes, hein, monsieur Ferre. Les gris que j'ai parlé, c'était les gris, en fait, parce que chez nous, au Congo, nous, le Bantou, chaque famille a ses gris. Chaque famille a ses gris. Mais quand le révérend est venu, on n'utilisait plus le gris. Il nous disait, si vous utilisez les gris, vous ne pourrez jamais gagner avec Sassou. Parce que lui, il est capable de faire venir n'importe quel, même le meilleur magicien du monde. Donc, lui, il nous fait croire que voilà, depuis des années, j'avais cette révélation, cette résistance, cette guerre-là. Donc, nous devons prier. Voilà, vous devez respecter. Donc, il y avait des critères à respecter. Donc, nous, les Nchilulu, on avait des critères à respecter. Voilà la différence qui fait entre les ninjas de Bernard Kourela et les Nchilulu. Donc, Même si il que... a servi essentiellement de conseiller spirituel, s'il faut appeler ça comme ça. Exactement. Exactement. Exactement, c'est ça. Il n'a jamais doté quelqu'un. Il n'a jamais recruté quelqu'un. Non, jamais. Jamais. Bon. Vous savez que monsieur, nous sommes, monsieur le journaliste, monsieur Perrin, nous sommes plus de 18 000, plus que ça même. S'il y a un ninja que le révérend avait recruté, ou bien qu'il avait doté une arme, qu'il puisse vous appeler pour dire que non, je vais passer sur le média, dire à Kassor que non, moi, c'est le révérend qui m'avait recruté, qui m'avait donné l'arme. Ou bien c'est le révérend qui m'avait dit d'aller attaquer Massemboulbaki, d'aller attaquer Mindouli. Même quand nous sommes sortis. Alors, cela veut dire que le pasteur ou le révérend Toumi ne vous a jamais donné les armes, c'est ça. Mais où est-ce que Jamais. où est-ce que vous trouviez les armes pour vous défendre? En fait, toutes les armes qui nous a permis de se défendre, c'était les embuscades. C'était leurs propres armes. Au début, j'ai bien dit qu'on a commencé au début, on n'avait qu'une seule Kalachnikov, qui était avec le sergent Pistolet. Et les autres villageois, on avait des fichiers de chasse qu'on avait. Donc, le calibre 12 qu'on avait. Mais il y a le fait de faire le premier action qu'on avait fait, le premier mission qu'on avait fait, c'est quand nous sommes allés à Mindouli pour brûler le poste de Mindouli. Mais on avait trouvé que 5 Kalachnikov au poste de Mindouli. Là, c'est quand ils avaient tué les 2 jeunes qu'ils avaient enterrés. Et après, nous sommes rentrés dans la forêt. Et après, il y avait la négociation, maintenant qu'ils ont envoyé les sages pour négocier. Et quand ils ont tué les sages, nous sommes revenus dans la forêt. Et après, là, Alors maintenant... donc, vous utilisiez essentiellement les armes que vous ravissiez, c'est cela? Oui, c'était ça, oui. Mais C'était pourtant, je ne ça. sais pas si vous avez aussi suivi le procès, je crois que c'était au procès d'Abira, si je ne me trompe pas, le général Nyangambwala qui avait témoigné que c'est lui qui fournissait le pasteur Ntoumi en armes. Monsieur Perrin, là où est Sassou, là où sont les généraux de Sassou, hein, si aujourd'hui, nous, les Nchilulu, qu'on a les armes, que soit disant qu'on nous donne les armes, ils ne vont pas faire même pas une seule journée. Ils vont libérer Brazzaville. Ils le savent, là où ils sont, ils le savent.
Si on a fait 25 ans de résistance sans ravitaillement pour défendre nos terres et qu'on a maintenant des armes, mais nous sommes rentrés à Brazzaville combien de fois? Mais quand les gens nient notre résistance, mais il n'y avait pas que les Angolais. Avant de rentrer à Brazzaville, quand je parle là, je parle de la première guerre, première étape, parce qu'il y a eu premier, deuxième et troisième. Mais il y avait des Zimbabwéens, les Angolais, les Tchadiens, les Rwandais, même les Zérois, les Gabonais, les Centrafricains, contre les villageois. Mais quand on parlait des bonnes armées, ils ont su que non, voilà que c'était sérieux, c'est quand nous sommes rentrés à Brazzaville. Et quand nous sommes rentrés à Brazzaville, ce n'était pas nous qui avons fait l'attaque. Ce sont eux qui sont venus nous chercher dans la forêt. Comment ça s'est passé? C'est là où qu'ils ont tué le colonel Obosso. C'était à Ntari. Le colonel, pardon, Obosso. il faisait partie de l'armée congolaise, c'est-à-dire il conduisait les troupes, c'est ça? Mais oui, mais Dans le pôle. exactement. Oui, dans le pôle. En fait, quand nous, on était dans la forêt de bois de Bangou, il fallait changer. Donc, on est allé vers Ntari, donc vers la Luila, Kikimu, avant qu'on arrive à Bignona. Donc, comme tellement il y avait la population qui venait, c'est-à-dire les civils qui venaient pour intégrer parce qu'ils étaient recherchés, il fallait venir intégrer pour se défendre. Donc, on se refusait. Avant, on était à Ntari. Après, on a quitté Ntari. C'était exposé. On était à la Luila. Donc, c'était maintenant, on était à la Luila et Kikimu. Mais on avait un autre frère qui était avec nous, qu'on appelait Diable 7. Il était Chilou. Mais il jouait, en fait, on lui avait envoyé pour venir s'infiltrer chez nous. Mais on était, ça dit, c'est la population aujourd'hui. Toi, tu habites, supposons, en Bouambori. Et tu parles là, et tu viens, tu dis que non, ah, mais nous, on a fui là-bas, on nous cherche. On ne va pas dire non, toi, tu es infiltré. Donc, on recevait tout le monde pour se réfugier, tous les hommes. Or, on ne savait pas que non, ce diable sec-là, il était avec le gouvernement. Donc, quand il est venu, en fait, c'est lui qui leur a dit que non, ils ne sont pas armés. C'est ce diable sec-là qui leur a dit qu'ils ne sont pas armés. Ils n'ont rien. Donc, leur base de l'armée, il était à Minouli. Il y avait une partie à Missafou. Donc, le colonel Obosso, il avait pris toute son armée qui était à Minouli pour venir nous attaquer. Et c'est arrivé à Ntari, c'est là où, quand ils ont affronté, nous, on a dit, on va aller où? Parce qu'après Ntari, après le Bignona, il y a l'eau qui est là. Il y a le Niari qui est là. Donc, qu'on appelle, bon, comme ça, c'est côté sud, on appelle Sando. Les Tégrés, on appelle Sando, mais c'est le Niari. C'est le même fleuve. Mais on va aller où? Donc, il fallait se défendre. Et c'est là où on a vu les miracles de Ntoumi, du révérend pasteur. Parce qu'il nous disait que quand vous allez avoir la foi de défendre vos terres, tout ce que vous allez faire, ça va résonner, ça va s'éclater. Moi qui vous parle, quand j'ai fait cette attaque-là, j'avais des découvertes de marmite que je tapais. Tu veux me dire que tu n'avais pas d'armes, mais tu frappais les couvercles de Oui. marée pour donner l'impression qu'il y avait une arme qui crépitait, c'est ça? Oui. Eh bien oui, j'avais des découvertes de marmite, de cocottes que je tapais et je chantais. Et je n'étais pas seul, la majorité. Et on a trouvé les armes là à Ntari. Les autres ont pu fuir, ce sont eux qui sont allés pour dire que donc, vous avez utilisé j'allais dire des spurfuges, où vous avez pensé utiliser les couvercles, les marmites pour frapper, donner l'impression qu'il y avait beaucoup d'armes qui crépitaient dans la zone. C'est bien cela, pour faire peur, pour effrayer évidemment ceux qui vous attaquaient. Et la suite, c'était quoi? Et la suite, ils avaient pris fuite. On avait récupéré Ntari. Et arrivé à Mindouli était vide. Quand nous sommes arrivés à Brazzaville, c'est là où quand j'entends parler des gens qui disent que oui, quand ils sont arrivés à Brazzaville, Ntoumi leur a appelé de revenir.
C'est des bêtises, ça c'est des mensonges, c'est des montages du PCT. Mais, Monsieur Perrin, et là, je demande maintenant à cette population-là qui dit ces choses-là. Mais si vraiment nous, on était organisé, qu'on avait les moteurs là, c'est-à-dire la communication, et qu'on était financé, et qu'on avait les arts, mais ça ne devait pas être là. Ah oui, il ne devait pas être là. Et ça a spoté, si on avait raté, c'est parce que quand nous sommes rentrés à Brazzaville, ce n'était plus notre guerre. C'était maintenant une guerre du Congo parce que avant de rentrer à Brazzaville, la population de Brazzaville, la jeunesse était encerclée. Il y avait les enlèvements. Ah oui. Donc, les éléments comment on les appelait? Les éléments de pistolet, comment on appelle pas de pistolet, du Geffen Mazas, il y avait les enlèvements dans le quartier. Mais nous, c'est quand nous sommes rentrés à Brazzaville, c'est là où les choses ont changé parce que il y avait méthode des ninjas qui sont rentrés, mais on ne doit pas dire non, vous ne rentrez pas. Et quand les ninjas sont rentrés, ça mélangeait parce que nous, on avait des critères à respecter. On ne devait pas violer, on ne devait pas voler, on ne devait pas braquer, et on avait beaucoup de critères. Même quand on mangeait, dès qu'on mange, on devait laisser, on ne devait même pas apporter la nourriture, le manioc, on ne devait pas. On avait des critères. Et ça, Mais c'est ce que le pasteur Toumi vous avait recommandé, de ne jamais voler, de ne pas violer, de ne pas braquer, de ne pas faire braquer, mal, c'est cela. oui, c'était ça. Euh, Mais et ces quand, interdits-là, vous les avez respectés, ce qui vous a permis d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, d'arriver jusqu'à Brazzaville. Alors donc, quand vous arrivez à Brazzaville, qu'est-ce qui se passe exactement? on arrive à Brazzaville. À Brazzaville maintenant, le Congo, c'est un bien commun. Il y avait aussi des ninjas qui étaient sur Brazzaville, de Kolela, qui n'ont pas fui à Kinshasa, qui étaient à Brazzaville, qui sont tués. Mais quand nous sommes rentrés, c'était leur possibilité aussi. Ils sont arrivés, ils ont intégré le mouvement. L'épisode de Brazzaville, ça se termine comment? Parce que, évidemment, le temps qui nous est imparti touche presque à la fin. Donc, on va aller un peu vite parce qu'il faut terminer. Il y a une question, il y a un volet qu'on va aussi aborder tout à l'heure. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville? Que se passe-t-il? Même Et quand on arrive comment, à, c'est quoi la suite? en fait, quand on arrive à Brazzaville, parce que le combat de ville et le combat de forêt, ce n'est pas les mêmes. Et nous sommes des villageois. Parmi nous, parmi nous, la majorité n'ont jamais été à Brazzaville. Quand nous sommes rentrés à Brazzaville. Donc, on n'arrivait pas à faire le combat de ville. Il fallait se replier. En plus, on n'était pas armés. Mais or que eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils sont partis, et quand ils sont repartis, ils nous ont essayé de nous faire rentrer à Brazzaville pour venir en force. Et nous, on avait su, il fallait replier. Parce qu'on n'avait pas, Donc, par votre expérience, votre petite expérience, vous êtes quand même arrivé jusqu'à Brazzaville, mais ne connaissant pas la ville, n'ayant pas les moyens qu'il fallait, le matériel qu'il fallait, vous étiez obligé donc de repartir, c'est-à-dire de vous replier. C'est cela. c'était ça. Et maintenant, quand nous sommes repliés, maintenant, les ninjas de Kola qui étaient à Brazzaville, ils sont revenus avec nous dans la forêt. Mais il y a eu les infiltrations. Ah oui, il y a eu même des ninjas qui étaient arrêtés, qui étaient en prison à Kinshasa, qui étaient rentrés pour s'infiltrer. Et aujourd'hui, il y a même des commandants qui ont dit que non, mais, je vais prendre l'exemple du commandant Mokongo Montou et le commandant, on perd le nom échappe, Yogoshi qui était décédé, ils disent que non, c'est Ntumi qui leur a sacrifié. Or que non, parce on était infiltrés, mais nous, dans nos têtes, ce sont nos frères, on n'avait pas l'idée là. Mais or, ils sont venus pour nous infiltrer. Alors donc, si j'ai bien compris, les Loulou, c'est ceux qui étaient avec, bon, qui ont été accompagnés par le pasteur Ntoumi. Et les Oui, ninjas, c'est ceux qui étaient avec Bernard Kolela, c'est cela. oui, oui, c'est ça. Oui. Bon, malheureusement, dans la mémoire collective, bah, on les appelle tous les ninjas. Voilà, Mais voilà, c'est mais le terme générique d'ailleurs pour désigner tous ceux qui ont résisté au niveau du département du Poul. Et donc, après, c'était la fin des hostilités. C'est cela, il y a eu des accords, c'est bien cela. Après, les accords ont été respectés, c'est ça? les accords n'ont jamais été respectés.
Même quand les gens disent que c'est Ntoumi qui avait signé les accords, Ntoumi n'a jamais signé les accords. C'est nous les Ntshilulu. C'est vous Parce qui avez que signé à la place. c'est pas la place du révérend. Non, c'est pas la place du révérend. C'est ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Voilà pourquoi les choses ne s'arrangent pas parce que les gens précipitent d'aller voir le révérend. Donc, le révérend même lui-même, il a même dit, c'est pas moi, c'est vous. Le révérend n'a Oui, mais jamais fait donc d'appel. allez-y, expliquez-nous comment ça se passe là pour évidemment lever un peu l'équivoque parce qu'il y a souvent une confusion autour. Qui avait signé à la place d'Ensi Loulou? Mais est-ce que quand nous sommes allés à Libreville, le révérend, il était à Libreville? Le révérend n'était pas là. Mais pourquoi le procureur nous a été tué? Il a été Nous, tué on a été. pourquoi? Le procureur nous soit là, même moi, je l'avais interdit. On était encore deux. Je lui ai dit, papa, repars, ne va pas là-bas. Il dit, non, fiston, j'ai tous les dossiers, j'ai vécu, je vais aller, donc t'inquiète pas. Mais il est où? Il n'avait même pas fait 2 mois. On l'avait empoisonné. Parce que le procureur Nzouala, il était avec nous de la forêt. Il connaissait ce qui s'est passé dans la forêt. La résistance que le peuple, c'est-à-dire les villageois ont fait. Donc aujourd'hui, en fait, En Sassou, sorte, c'est un témoin qu'on a éliminé, c'est ça, parce qu'il ah ben connaissait oui, beaucoup ah de ben ce oui, qui s'était passé réellement dans le département du Pôle. mais exactement, mais il n'est pas seul. Bousmatoga, il était dans la forêt, non? Il était venu, il avait vu comment ça se passe. Il avait vu la réalité. Il n'est pas seul. Il y a beaucoup de témoins qu'ils ont éliminés pour que les choses se changent, mais sans se rendre compte que non. C'est-à-dire, pour mettre fin à ça, ils doivent éliminer toute la population du pôle. Mais c'est impossible. C'est impossible. Alors donc, vous avez dit les accords avaient été signés, c'est cela. Malheureusement, ils n'ont jamais été respectés. Bien après, vous vous êtes finalement rendu à l'extérieur. En fait, après les accords de Libreville, moi, je suis reparti chez moi dans mon village. Parce que moi, je suis né à Massémbo, c'est là où j'habitais. Je ne suis pas allé à Brazzaville. Et c'est Pistole qui m'a dit, les choses sont terminées, faites attention sur le moment du règlement des comptes. Donc moi, j'étais à Massémbo Baki avec mes éléments, tranquillement. Et je me suis dit, mais je vais aller où? Pointe-Noire, ne me connaît pas. Donc, je suis allé sur le petit frère de mon papa, à Pointe-Noire, qui m'avait même trouvé un boulot. Je travaillais, je me rappelle, je travaillais à la société de balai magique, de nettoyage. Je me rappelle, chaque la fin du mois, on me payait 45 500 francs CFA. C'était mon salaire du mois. 6 mois après, non, c'était 3 mois. 3 mois après, j'étais enlevé par la bague. En ce moment-là, c'était le lieutenant payeur qui dirigeait la bague. Non, j'étais déjà connu. Mais c'est passé mal, j'ai quitté, d'aller au Bénin. Et au Bénin, quand je suis arrivé au Bénin, et après 8 ans, ils m'ont opéré que j'étais au Bénin. Et au Bénin, ils m'ont arrêté. Avec le docteur Marcelin Guitoukoulou, en 2008, j'étais arrêté avec lui. Lui, avec son groupe, on l'a fait revenir en France, mais moi, j'étais au Bénin. Et après 2 semaines, j'étais consulté. Donc, il fallait fuir. La chance que j'avais eue, j'étais membre de l'équipe nationale béninoise de karaté. Et c'est la fédération béninoise qui m'avait aidé de me faire suivre parce qu'ils connaissaient mon histoire du passé. Donc, si je suis arrivé en Europe, c'est grâce au président de la fédération et le directeur technique de l'entraîneur national. Parce qu'ils connaissaient. Et c'est là où j'ai commencé la sécurité privée parce que mon entraîneur national, il avait une société de sécurité privée. C'est ça qui a fait que je suis venu en Europe jusqu'aujourd'hui. C'est là où j'ai fait ma demande d'asile, c'est Alors là où j'ai l'asile. évidemment, commandant Castor, on va terminer notre émission. Vous êtes donc en Belgique et bon là, on va parler un peu de la politique. Hein. Depuis quelques 2 ou 3 semaines, il s'est passé une rencontre entre Jean-Dominique Okemba, qui était accompagné de Philippe Obara. Ils ont rencontré donc quelques Congolais qui vivent en France, notamment à Paris.
Et probablement que vous avez suivi l'information. Il y a aussi l'argent qui a circulé et l'information a évolué parce que après les premières rencontres, on nous parle de Monsieur Tony Moudilou qui aujourd'hui a été également contacté par Jean-Dominique Okemba. C'est ce que j'ai semblé comprendre lorsque j'ai suivi le direct où il est intervenu. Et on lui a demandé à lui de mener des consultations avec les politiques congolais en vue d'un dialogue qui devrait se tenir en décembre prochain. Votre point de vue par rapport à ces rencontres? Si la personne qui fait face avec lui pendant 25 ans, qui est nous les Nchilulu, qui ne respecte pas ces dialogues-là, maintenant, quel dialogue il va respecter avec la diaspora? Quel homme politique qui fait peur à Sassou, à la diaspora? Ah, monsieur Père, citez-moi un homme politique. Ben ça, c'est la réponse que devait donner Denis Sassou Nguesso. Je ne suis pas à sa place, malheureusement, Mais donc je non, ne peux non, pas là, répondre. je dis, là, maintenant, je dis pour mes frères. Ce qui se passe sur la part de Paris, c'est parce que nous sommes dans un pays de droit. Parce qu'ils savent que non, si je fais ceci, je brûle ça, là, je vais avoir un droit d'un avocat, je vais parler de ceci. Vous croyez que non, ça c'est la peur de la diaspora? Ah non. Donc, ces mêmes personnes qui étaient hier, qui insultaient Sassou, les mêmes personnes que j'ai vues dans le truc qui ont brûlé l'ambassade, qui vont aller maintenant négocier avec Sassou. Sur quelle base? Ce que j'entends parler, j'ai entendu les passeports, réduire la douane. Mais attends, mais au Congo, il y a des gens qui ont étudié, il y a les étudiants qui ont étudié, qui ont eu le bourse. Ils ont terminé les études, on ne les engage pas. Donc, vous croyez que c'est l'effet de rabaisser la douane, de donner les passeports aux gens de la diaspora, et après le Congo sera construit. En fait, ce sont les gens qui sont limités, ils ne savent pas quoi faire, en fait, parce qu'eux, ils croyaient que la résistance, c'est un truc de 2 ou 3 jours. Ah non. Aujourd'hui, c'est comme moi. J'ai commencé la résistance depuis quand j'étais enfant. Et quand je suis arrivé en Belgique, j'ai fait mes formations. Et je me suis dit, comment je vais faire? Donc, j'ai choisi deux secteurs de formation. Là, je ne peux pas chômer. Donc, je suis dans la sécurité privée, je suis dans l'hôtellerie. Donc, je ne peux pas chômer. Donc, aujourd'hui, tu veux me parler de l'argent, je m'en fous. Je sais travailler. Mais attends, nous, on a signé les accords à 2 reprises. Nous qui faisons face avec Denis Sassou Nguesso. Même quand les gens disent que oh, Ntumi travaille pour Sassou. Donc, aujourd'hui, M. Perrin, vous êtes président de la République. Vous engagez un exemple, le commando Castor. Bon, toi, je te donne des armes, il faut aller dans la rue de Poule, tu fais n'importe quoi là. Pour encore mettre en danger, comment on appelle, ton pouvoir. C'est toi qui es le président de la République. Mais tu me prends pour aller dans la rue de Poule. Pour organiser encore des crimes et tout. Et qui sera encore derrière toi, qui va t'empêcher encore de voler, qui va encore gâcher ton image. Donc, ce monsieur-là, il n'a même pas respecté les accords que nous, on a signés avec ce monsieur. Nous qui avons fait 25 ans de résistance. Donc, on a mis nos enfants au monde, aujourd'hui, qui y a encore des Ntiloulou. Il ne l'a même pas respecté. Mais nous, nos accords, c'était quoi? De prendre les ex-combattants, ceux qui vont dans l'armée, qui puissent aller dans l'armée, ceux qui vont faire du boulot, qu'on puisse rentrer dans les zones de formation, et d'enlever tous les troupes militaires de la Jupou, et de faire un dialogue exclusif avec l'opinion internationale, avec tous les membres de la diaspora. Est-ce que ça se l'a réussi? Est-ce qu'il a respecté ça? Mais c'est pour nos frères là, qu'on se connaît, qu'on boit des bières à gauche, à droite, que ça va respecter ce dialogue-là. Mais ils vont aller à Brazzaville, 2 mois, 3 mois. Mais ce n'est pas ça qui va leur tabasser. Ce sont les autres personnes qui vont leur tabasser. C'est les sassoulistes qui vont leur tabasser. Ah oui, il n'y a rien. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire, en fait. Ils ne savent pas. C'est la honte. En plus, quand je vois ce qui me fait mal, ce sont mes frères du poule, en fait, en plus. Et les grands que je connais.
Mais ce n'est pas comme ça qu'on va construire le pool selon eux que non, mais il y a la visite de pool qui est en arrière. Mais non. Mais nous, quand on avait signé les accords, on avait un dossier qu'on avait préparé. Tous les villages brûlés, toutes les familles tuées, tous les arbres coupés. Mais quand les militaires venaient de la visite de poule, ils ne venaient pas seulement avec les armes. Quand ils faisaient les offensifs, ils coupaient même les armes. Tous les Mongais, les Safoutiers, ils coupaient tous les arbres. Comme quoi, ils venaient avec des tronçonneuses, c'est ça? Ah ben oui, mais oui, ils coupaient tout. Et l'eau, même l'eau était empoisonnée, même l'eau était empoisonnée. Même l'eau était empoisonnée, excusez-moi. Même l'eau était empoisonnée. Mais ça, les gens ne disent pas, ne savent pas. Et maintenant, avec quelle résistance, quel rapport que Sassou va respecter les accords avec quelques dizaines de jeunes sur la place de Paris qui n'ont jamais été dans le milieu politique, qui n'ont pas une carrière, qui n'ont même pas une rébellion, qui n'ont même pas de société, qui ne pèsent même pas. Hein, monsieur Père, dites-moi. Sinon, ce n'est pas que non d'avoir le nom. Sur quelle base? Et moi, ça me fait honte parce que ce sont mes frères du pôle. Et ça me fait honte. Et voilà pourquoi on y dénigre le pôle. Non. Mais aujourd'hui, la population doit savoir que non, ce n'est pas tout le monde. Il y a les gens qui sont serrés dans nos têtes, qui savent que non, nous, on doit délivrer. C'est-à-dire, il y a les gens qui travaillent pour la population, pour le peuple congolais. Il y a les gens qui Alors, mais travaillent donc, pour le peuple congolais. pour vous, commandant Castor, c'est quoi la solution finalement pour que le Congo finalement retrouve, j'allais dire, ses lettres de noblesse, retrouve la paix, que les Congolais revivent comme avant, voilà. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour changer les choses au Congo-Brazzaville? Mais ce n'est pas nous. Mais lui-même, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous montre pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une menace entre le Gabon et le Congo, ou bien la Centrafrique et le Congo, ou bien le Cameroun avec le Congo? Il y a eu une menace? Il n'y a jamais eu une menace. Mais pourquoi Sassou achète les armes? Pourquoi il paye les mercenaires? Mais pourtant, l'argent, il pouvait créer les sociétés. C'est parce qu'il sait que non, le pays va brûler un jour. Parce qu'il sait que la population, un jour, ils vont se révolter. Ils le savent. C'est un général d'armée. Il est de service de renseignement. Alors donc, Donc, si j'ai bien compris, la solution, Sassou lui-même nous a montré la solution, M. Perrin. Il nous a montré la solution. Parce que, pourquoi il achète les armes? L'argent, il devait construire les sociétés. Même si aujourd'hui, les gens disent que non, mais la population ne t'aime plus. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a tué tellement de gens, la population ne t'aime plus. C'est vrai. Mais pourquoi la population peut se dire, ah, il a changé? Mais quand même, il fallait qu'il puisse au moins construire les sociétés, embaucher la population, au lieu d'acheter les armes qu'il achète. Donc, c'est pour dire au peuple congolais que la solution est militaire. Voilà pourquoi il s'est préparé. alors donc, vous avez dit la solution est militaire, sinon, ben voilà. À moins que vous ayez encore une préoccupation, hein, mais sinon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous laisse quelques secondes pour conclure, bien entendu, hein, un mot de la fin. Merci beaucoup, M. Perrin. Pour le mot de la fin, la victoire est à nous. De rester serein. Nous, ça, on ne le doit pas, mais c'est lui qui nous doit. Parce qu'il s'est engagé de gérer le Congo. Et le Congo, c'est un bien commun. Nous, on n'a pas de compte à rendre à Sassou, mais lui, il doit nous donner des comptes. Parce qu'il est en tête de notre pays. Je demande, et je demande encore à la population congolaise d'être serein. Nous allons vaincre. C'est notre pays. Le Congo, c'est notre pays. On doit se rendre compte que Sassou et son clan, ce sont les ennemis du peuple congolais. C'est-à-dire, ils doivent quitter le Congo. Et je profite de passer le Sassou et son message, clan, M. en tout cas, Parrain. merci, je vais malheureusement conclure. Monsieur Perrin, pardon. Oui, Je profite de passer le message à la France. Nous, notre problème, ce n'est pas la France. On n'a pas de problème avec la France. Mais nous, le problème, que le monsieur qui soutient tous les jours,
qui puisse libérer le Congo. Leurs intérêts, ça ne sera pas embêté, mais qu'ils puissent nous laisser tranquilles. Que le monsieur là puisse partir, qu'on puisse reconstruire notre pays. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger, qui ont étudié, qui sont mieux formés, qui sont beaucoup formés, qui peuvent construire des usines, qui peuvent donner le boulot au peuple congolais et qui peuvent donner à manger au peuple congolais. Et la personne qui nous dérange, c'est ce monsieur-là. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller au Congo, créer une société, ils vont faire le tout possible, soit dans leur système, ou bien ils vont te donner des taxes, ça va fermer. Et nous, il a gagné, on s'en fout. Il n'a qu'à chercher un autre pays pour aller faire sa demande d'asile, qui reste là-bas, il a l'argent, qui nous laisse le pays. Vraiment, nous, on demande à la France. Parce que c'est leur pion, on le sait. Nous, aujourd'hui, on va plus craindre la mort. Ils nous connaissent déjà. La France, ils connaissent toute l'identité, toutes les adresses de tous les gens qui font la résistance en France, de la diaspora. Ils connaissent, ils savent. Mais comme c'est notre beau pays, ils n'ont pas le choix. Mais nous, maintenant, on doit parler. Nous devons parler. Même les autres personnes qui sont là, qui ont peur, c'est notre pays. Nous devons parler pour rentrer chez nous, pour reconstruire. Ces gens-là doivent déloger, doivent quitter. Merci beaucoup, M. Perrin. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, commandant Castor, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir fait montre de votre disponibilité, de nous avoir partagé, évidemment, cette histoire tout à fait tragique. La liste, elle est toujours ouverte pour ceux qui voudront, bien entendu, témoigner sur ces événements tragiques qui ont endeuillé le Congo-Brazzaville, et parce qu'il faut réécrire cette histoire qui a semblé passer sous silence. Rappeler l'histoire, ce n'est pas faire le tribunal, mais nos enfants, nos générations futures devront savoir ce qui s'est passé au Congo, et c'est notre devoir. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. En tout cas, likez et partagez cette émission pour nous permettre, pour nous aider à atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs, pour faire circuler l'information. Si vous nous avez rejoints pour la première fois, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.